Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Elsa, je suis étudiante à Nanterre et élève avocate. Je suis militante à Du pain et des roses et à Révolution permanente. L'objectif de la seconde partie, c'est d'essayer de généraliser à partir de l'expérience argentine et de ce qu'a pu développer Carla, pour essayer d'une part de voir quelles sont les différentes stratégies politiques et les différentes conceptions, en particulier par rapport à ce qu'elles expriment de leur rapport à l'État, mais c'est aussi de voir quel bilan on peut en tirer pour penser le mouvement contre les violences faites aux femmes en France. Parce qu'en France, c'est un pays où il n'y a pas eu d'expression massive dans la rue contre les féminicides, mais c'est un pays où une femme meurt toutes les 48 heures sous les coups de son conjoint. Et en fait, c'est un chiffre qui pourrait choquer énormément si on s'y penche un peu 2 secondes, parce qu'on est censé être dans un pays où on dit capitaliste avancé, développé, où les femmes ont acquis ce qu'on appelle l'égalité dans la loi, dans le sens où la discrimination est interdite. Évidemment, aujourd'hui, le viol est condamné, etc. Mais où on voit qu'en termes de chiffres, il y a assez peu d'écart avec un pays comme l'Argentine et que le travail pour conquérir l'égalité dans la vie, il est encore très important à faire. Et les manifestations quand même de la contestation des violences faites aux femmes, elles se sont exprimées beaucoup à travers le mouvement Balance ton port, qui est la traduction française de toute la vague de dénonciation qui a existé autour du hashtag MeToo. Et il s'agit aussi de voir quelles sont les forces et les faiblesses de ce mouvement-là et d'en tirer les bilans pour voir comment aller plus loin quelques jours avant le 23 novembre. J'ai un raisonnement que je vais essayer de développer en 3 temps. Et le premier consiste à partir de la nature structurelle des violences de genre pour ensuite comprendre en quoi est-ce que plus d'une justice pénale, c'est d'un véritable combat féministe anti-institutionnel dont on a besoin, pour enfin terminer sur la nécessité de s'affronter à l'ensemble du système patriarcal et du système capitaliste. Le terme de féminicide désigne le meurtre d'une femme pour le fait d'être une femme. Ce qu'il faut comprendre derrière cette terminaison, c'est la dénonciation, ou en tout cas la considération de la nature systémique des violences de genre. Et cette conception-là, il faut voir qu'on l'hérite d'un héritage du mouvement féministe très important qui a émergé dans les années 70, qui correspondait à un mouvement féministe radical, dont vous connaissez certainement des formules assez importantes, comme ce n'était pas lui, ce n'était pas moi, c'est la société, ou encore ce qui est personnel et politique. Et effectivement, l'acquis des élaborations de cette époque, c'est d'avoir compris que les violences qui pouvaient exercer à l'intérieur d'un couple, ou toutes les manifestations du mal-être féminin, de la difficulté à avoir la sexualité qu'on mérite, jusqu'à l'expression la plus brutale qui est celle du meurtre, tout ça ne dépendait pas de rapports interpersonnels entre un homme et une femme en particulier, mais d'un ensemble d'un système social qui structure une inégalité de pouvoir entre les genres. À partir de cette définition, la perspective stratégique générale du mouvement féministe des années 70, elle était anti-institutionnelle et cherchait à s'affronter au système patriarcal dans son ensemble, tout ça dans un contexte de montée de la lutte des classes internationale très important, dont la manifestation française que vous connaissez, c'était mai 68. Si je dis tout ça, c'est pour essayer de voir où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste et quel est l'état un peu du mouvement féministe et de ses acquis. Je fais un petit saut dans l'histoire pour arriver aux années 90, qui est l'expression d'un grand bouleversement à la fois sur le terrain économique, mais aussi sur le terrain idéologique, qui s'appelle l'avènement du système néolibéral. C'est ce que toute la génération dont moi je fais partie a connu, et pour le dire vite, qui consiste en la réaction des classes dominantes face à cette grande montée de la lutte des classes que je décrivais auparavant, pour trouver le moyen de réinstaurer le pouvoir des classes dominantes. Cette offensive donc néolibérale, elle a des conséquences tant sur le terrain économique que sur le terrain idéologique. Sur le terrain économique, c'est le démantèlement des grandes concentrations ouvrières, c'est le développement de tout un tas de modes de travail décentralisés, on peut dire, comme par exemple l'intérim ou la sous-traitance. Mais par rapport à ce qui nous intéresse, c'est aussi l'intégration sur le marché du travail à échelle internationale de toute une vague de femmes qui auparavant étaient très cantonnées à du travail domestique gratuit au foyer, etc. Et tout ça dans des emplois précaires, très mal payés. Et on assiste donc à une espèce de double mouvement. D'une part,
l'intégration à l'échelle internationale de tout un secteur de femmes et d'autre part, l'augmentation relative du niveau de vie des femmes dans les pays capitalistes avancés. En France, par exemple, on peut comprendre l'arrivée sur le marché du travail des femmes maghrébines ou africaines dans le même temps que tout le phénomène de désindustrialisation de l'économie française, de tertiarisation de l'économie et du développement des emplois de service. Si je souligne tout ça, c'est aussi pour comprendre que les classes dominantes ont eu besoin de développer tout un tas d'outils politiques pour s'assurer du maintien du nouvel ordre économique qui était en train de se mettre en place. Pour le dire plus précisément, les classes dominantes se sont retrouvées face à la nécessité impérieuse de répondre à la contradiction selon laquelle des millions de femmes allaient être intégrées sur le marché du travail, mais en même temps de s'assurer de la contention des possibles mécontentements et soulèvements que ça pouvait générer. Pour ça, il a fallu coopter les ailes les plus radicales du mouvement féministe, précisément celui dont je parlais en première partie, tout le mouvement féministe qui contestait le système patriarcal comme faisant partie d'un ordre plus large, capitaliste, colonial, raciste, et de trouver le moyen de les intégrer à l'appareil d'État. Sur le terrain de la stratégie, on peut donc observer un glissement en 3 points, en quelque sorte. C'est une façon de résumer. La première chose, c'est l'abandon de l'idée d'émancipation collective par la stratégie d'acquisition de droits et de conquête partielle à l'intérieur des démocraties capitalistes. La seconde, c'est la transformation de l'organisation et de la lutte politique contre un État qui organise et légitime les violences sexistes par l'intervention de mécanismes de lobbying par des fondations privées et la perspective d'intégrer les institutions pour les modifier de l'intérieur. Il y a une féministe marxiste qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Du pain et des roses, qui s'appelle Andrea Datri, qui décrit très bien ce phénomène en parlant d'un phénomène, un processus d'ONGisation du féminisme. Et c'est de cette manière que des grandes institutions, des grandes organisations internationales comme par exemple le FMI ont utilisé le féminisme pour appliquer leurs mesures austéritaires et libérales. Enfin, sur un terrain plus idéologique, c'est abandonner la critique radicale du capitalisme pour réclamer de l'État l'augmentation de mécanismes de répression, de limitation, de régulation des hommes en tant qu'individus envers des femmes en tant qu'individus par l'instauration de mécanismes répressifs dans le système pénal. Et c'est dans ce contexte que les femmes ont effectivement acquis un certain nombre de droits dans les grandes démocraties capitalistes. En France, vous le savez tous, mais la discrimination femmes-hommes est interdite par la loi. Le viol entre conjoints n'est plus considéré comme un droit, mais est considéré comme une violence. C'est interdit de harceler sexuellement son collègue et tout un tas d'acquis de ce type-là. Mais paradoxalement, et c'est là où je veux en venir, en exigeant la reconnaissance de ces formes de violence par l'État et le système pénal, on a abouti à un résultat inverse à ce qui était recherché. Pour comprendre ce que je veux dire, on a besoin de faire un détour par la définition de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en réalité, il y en a beaucoup de conceptions différentes. Celle qu'on nous a toujours appris et dont vous avez entendu parler à l'école, c'est en réalité la conception libérale de l'État, héritée de la philosophie de Hobbes. Lui, il pense que comme l'homme est un loup pour l'homme, on a besoin d'une figure transcendante, au-dessus de la société, au-dessus des citoyens, qui a besoin de s'interposer et de faire l'arbitre entre des violences pulsionnelles ingérables, inhérentes à la nature humaine. C'est ça qui justifie qu'on doit s'en remettre à une force tierce, l'État, la justice, qui dispose du monopole de la violence légitime. Les marxistes, au contraire, considèrent que dans les sociétés capitalistes, l'État sert à maintenir la domination d'une classe qui possède les moyens de production et donc la capacité d'exploiter la majorité de la population qui, elle, est obligée de vendre sa force de travail pour survivre. Et c'est pour ça que l'État a besoin de la violence, c'est-à-dire pour maintenir la majorité de la population qui aurait tout intérêt à se révolter dans la position de subordination à l'égard des possédants. Et dans ce contexte-là, nous, on ne peut plus considérer que la justice, elle est neutre et qu'elle a le simple rôle d'arbitrer entre des individus. La justice, elle joue le rôle de maintien de l'ordre social et de perpétration de l'antagonisme de classe.
Pour le dire autrement, je voudrais citer Engels qui, dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, l'explique très bien. Je cite: l'État n'est donc pas un pouvoir imposé du dehors à la société. Il n'est pas davantage la réalité de l'idée morale, l'image et la réalité de la raison, comme le prétend Hegel. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement. Il est l'aveu que cette société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s'étant scindée en opposition inconciliable qu'elle est impuissante à conjurer. Par là, il faut comprendre les classes sociales. Il continue. Mais pour que les antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés ne se consument pas, elle et la société en une lutte stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de l'ordre, et ce pouvoir, né de la société mais qui se place au-dessus d'elle et lui, devient de plus en plus étranger, c'est l'État. De la même manière, pour combattre les violences sexistes, on ne peut pas s'en remettre à un État neutre, dégenré, qui s'érige en sauveur potentiel des femmes contre les hommes qui exerceraient par nature leur domination sexuelle sur elles. Parce que si les femmes sont en position de subordination, c'est nullement en raison de qualités objectives ou en raison de leur nature. C'est en raison de leur position dans le système de production et de la fonction qu'elles jouent dans la société capitaliste. Pour le dire d'une certaine manière, il y a une révolutionnaire russe qui s'appelle Kollontai qui l'a très bien formulé et que je vais citer. Les conditions et les formes de production ont assujetti les femmes tout au long de l'histoire de l'humanité et elles ont progressivement été reléguées dans une position d'oppression et de dépendance dans laquelle elles se trouvent encore pour l'immense majorité. Et quand on voit ça, on comprend bien que le droit, il n'a pas été construit pour questionner un système. Il a été construit pour juger des individus. On ne peut pas faire un procès au patriarcat. On peut seulement punir une série de conduites incriminées à des individus pris isolément les uns des autres. Et c'est là où je veux en venir à mon second point. C'est que si la reconnaissance par le droit pénal des violences faites aux femmes exprime un rapport de force lié aux mobilisations des femmes, comme on l'a vu en Argentine, c'est parce que des millions de femmes défendent dans la rue que le droit est obligé de prendre en compte cette réalité. La limite, c'est que non seulement il ne joue pas le rôle de diminuer les violences faites aux femmes, mais qu'en plus, elles ôtent des mains des femmes les armes de leur propre combat. À titre d'exemple, en Argentine, en 2012, le Code pénal a consacré une loi qui dit, je cite, « S'imposera la réclusion à perpétuité ou la prison à perpétuité à celui qui battra une femme lorsque l'acte a été commis par un homme et implique une violence de genre. » Pourtant, dans ce pays, les statistiques des féminicides jusqu'en 2016, et Carla l'expliquait, restent encore au taux de une femme tuée toutes les 30 heures sous les coups de son conjoint. Non seulement la loi n'a pas permis de diminuer ces chiffres-là, mais ils ont même légèrement augmenté. On pouvait compter par exemple en 2014 277 féminicides ou 286 en 2015. Et en effet, par le système de sanctions pénales, ceux qui sont incriminés, ce sont des individus considérés isolément comme criminels, pathologiques ou monstrueux, ce qui invisibilise le fait que les violences sexistes sont le dernier maillon d'une chaîne de reproduction de violences sociales, culturelles, économiques, qui, elles, sont totalement banalisées par le système capitaliste et ses institutions. En effet, les violences de genre sont multiples et ne se limitent pas à son expression la plus brutale, que sont les féminicides. Les violences sexistes, c'est aussi l'offensive islamophobe qu'on constate en ce moment, qui vise à interdire à des femmes de pouvoir accompagner leurs enfants quand ils sont en sortie scolaire ou à exclure des jeunes femmes des universités. Les violences sexistes, c'est aussi celles qui font que 500 000 femmes meurent chaque année des conséquences d'un accouchement, faute de services publics. Les violences sexistes, c'est aussi celles qui touchent énormément de femmes précaires et pauvres. Et je pense que c'est encore ce que témoignait l'intervention de Julie Graziani sur le plateau de LCI, qui répond à une femme au SMIC qu'elle avait qu'à pas divorcer. Et les violences sexistes, effectivement, c'est celles que, quand on est payé un salaire de misère, on n'a pas les moyens de dénoncer son patron pour le harcèlement quotidien qu'on connaît. On n'a pas les moyens de divorcer lorsqu'on est confronté à un mari violent. Les violences sexistes, c'est aussi celles qui sont utilisées comme armes de répression dans tous les conflits armés organisés par ces mêmes puissances capitalistes qui se font le porte-étendard des luttes féministes. C'est tous les scandales sexuels qui existent autour de grandes organisations comme Oxfam, mais c'est aussi les scandales sexuels liés à l'intervention de la France en Centrafrique. C'est aussi ce qu'on a vu au Chili, quand des dizaines de milliers de jeunes femmes se sont mobilisées dans les rues contre le gouvernement de Piñera, grand ami de Macron, et réprimées par la police, ont été violées,
agressés sexuellement. Et ces exemples, et c'est une liste qui est loin d'être exhaustive, ils ont vocation à démontrer que l'État est complice, voire directement responsable dans la reproduction d'une longue chaîne de violences faites aux femmes. Et quand on voit ça, on se rend compte qu'on aboutit à une forme de contradiction. Que d'un côté, on a lutté pendant des décennies pour dire que le machisme était structurel des sociétés de classe, pour démontrer que le patriarcat, c'est un système dans son ensemble qui détruit nos vies et nos relations interpersonnelles. Mais aujourd'hui, en se limitant à la responsabilité de quelques individus, la société capitaliste patriarcale, avec son État et ses institutions, est épargnée et libérée de toute responsabilité, ce qui renforce dans le même temps son propre pouvoir répressif. Dire ça, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien exiger de l'État lorsqu'on est confronté à un cas concret de violence machiste. Ce que ça veut dire, c'est que le droit d'exiger justice pour qu'un cas ne reste pas impuni est une mobilisation défensive, est une revendication défensive, et qui, si elle n'est pas associée à un combat offensif de lutte contre l'ensemble du système, nous condamne à la résistance éternelle. C'est un peu comme si on nous disait « Les démocraties capitalistes vous ont concédé l'égalité devant la loi, maintenant, l'émancipation, c'est une question individuelle dont toi seul es responsable. » Ce que je veux dire, c'est qu'en plus d'être inefficace, s'en remettre à l'État et à la justice pour se défendre, c'est sauter les armes de son propre combat. Nous l'avons vu, on ne peut pas se remettre à une institution qui, loin d'être un arbitre neutre, défend les intérêts des classes dominantes et ne condamnera jamais un DSK, Denis Baupin ou le maire du Havre. Et si je dis ça, c'est pas juste une question morale, c'est parce que c'est une boussole qui est très importante, sans laquelle ça laisse la porte ouverte à ce qu'un des débouchés politiques du mouvement Balance ton port, ce soit la consécration du délit de harcèlement de rue, qui permette de réprimer évidemment tout un secteur de personnes des quartiers populaires et qui n'attaque pas du tout le pouvoir patronal qui dispose d'une véritable hiérarchie sur les salariés qui l'emploient, ou ni même l'Église, par exemple, une véritable institution qui joue un rôle de reproduction dans des scandales sexuels à une échelle absolument scandaleuse. C'est aussi ce qui permet à Chiappa d'organiser le Grenelle contre les violences faites aux femmes, alors que sa police réprime directement des militantes féministes qui font des collages contre les féminicides. Ainsi, une des conclusions à tirer de ces différents constats, c'est que si toutes les femmes subissent le patriarcat, nous n'avons pas toutes le même ennemi. Les étudiantes, les femmes travailleuses, les femmes précaires, les femmes des quartiers populaires ont tout intérêt à affronter un système qui les exploite et qui profite de leur travail non rémunéré pour se faire encore plus de profit. A l'inverse, Angela Merkel, Christine Lagarde et Marlène Schiappa se positionnent dans le sens du maintien d'un système qui utilise les inégalités de genre pour maintenir ses profits. Pour toutes ces raisons, s'en remettre au droit et à l'État qui masque les inégalités de classe pourtant inhérentes à la survie du système capitaliste empêche la construction d'un féminisme de la victoire. Autrement dit, elle empêche l'alliance entre les opprimés et celles et ceux qui subissent l'exploitation quotidiennement, et par là même, ça affaiblit la lutte des femmes condamnées à la résistance par le biais de conquêtes partielles. Il s'agit donc pour nous d'accompagner l'exigence de justice pour les victimes de féminicide. Il s'agit aussi d'exiger de l'État la construction de vastes plans de logement pour permettre l'accueil des femmes de victimes de violences. C'est aussi exiger l'arrêt de toutes les politiques répressives envers les femmes voilées. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de ces mesures qui sont destinées à rendre la vie des femmes un peu moins insupportable dans la société telle qu'elle est, ne peuvent pas suffire. Et qu'il faut lier ces luttes partielles à la lutte plus globale dirigée contre l'État, ses institutions, qui reproduisent et légitiment l'oppression de genre. Il faut aussi lier ces luttes partielles à la lutte contre un système économique qui se nourrit du travail non rémunéré des femmes, du travail gratuit, pour assurer le maintien de ses profits. Il faut aussi lutter contre l'ensemble d'un système patriarcal et pas seulement contre quelques-unes de ses conséquences. Il faut exiger le droit pour toutes de se vêtir librement, d'aller et venir comme on le souhaite, d'avoir la sexualité qu'on désire. Pour y parvenir, nous devons lier la lutte pour l'émancipation des femmes à la force de celles et ceux qui font tourner la production et sont en capacité de bloquer l'économie. C'est cette perspective qui permet de lutter contre le machisme, y compris dans le rang, en restant indépendante de l'État capitaliste et de ses institutions, qui le reproduit et le légitime. Et pour conclure, je voudrais signaler qu'on est à une période politique un peu particulière, où de grands affrontements se propagent partout dans le monde et où les femmes sont en première ligne. C'est le cas en Algérie,
C'est le cas au Soudan, c'est le cas au Liban, au Chili, mais aussi ici en France où des dizaines de milliers de femmes gilets jaunes se sont affrontées à la répression, ont tenu des ronds-points et se sont battues jusqu'au bout contre leurs conditions de vie précaires et indignes. Et pour moi, c'est avec cette perspective-là qu'on doit lutter le 23 novembre et descendre manifester dans la rue. Pour finir, je voudrais vous lire une citation de Jules Vallès qui parlait en 1886 des communards et du rôle des femmes dans les grands moments d'affrontement et de lutte des classes. Des femmes partout, grand signe. Quand les femmes s'en mêlent, quand la ménagère pousse son homme, quand elle arrache le drapeau noir qui flotte sur la marmite pour le planter entre deux pavés, c'est que le soleil se lèvera sur une ville en révolte. Si cette vidéo vous a plu, on vous invite évidemment à la commenter et à la partager, mais si nos idées vous convainquent, on vous appelle aussi fortement à vous organiser avec nous dans le collectif Du Pain et des Roses qui mène ce combat au quotidien.